Être nomade, ça veut dire quoi? Quelle adresse doit-on donner quand on nous demande où on habite? Doit-on rester un temps minimum dans chaque lieu? Le but, c'est de faire le tour du monde? Et puis, combien ça coûte? Un nomade, il est forcément digital? J'accueille Florence, ex-prof des écoles. Elle est aujourd'hui rédactrice web et nomade. Elle a fait ce choix de partir quelque temps au bout du monde pour voir du pays, changer d'air et explorer la liberté dont elle a toujours rêvé. C'est un épisode riche en réflexion, avec des notions que je n'avais encore jamais entendues et que je te livre aujourd'hui dans Ça suffit les conneries. Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Laisse-moi te présenter la marque My365, une entreprise française qui commercialise de la papeterie, notamment des agendas éco-conçus fabriqués en France à partir de papier 100% recyclé. Ça fait des années que j'utilise leurs produits, des agendas spirales, reliés de septembre à septembre ou même en année civile. J'ai aussi des carnets, pages blanches, lignées ou pointillées et même un carnet à dessin. Aujourd'hui, leur offre est de plus en plus diversifiée. Tu peux y retrouver des trousses, des crayons aquarellables et tout plein d'autres choses. Je te laisse les découvrir via le lien présent en description. Ce lien est affilié. Pour toi, ça ne change rien. Pour moi, ça montre à la marque que mon audience est intéressée par ce que je lui propose. Bonjour Florence et bienvenue sur Ça suffit les conneries. Bonjour Priscilla et merci de m'accueillir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Florence, j'ai 31 ans, je suis bretonne et j'habite principalement en Bretagne, mais toi tu le sais, je bouge beaucoup, un peu partout dans le monde et je travaille aujourd'hui en tant que freelance, en tant que rédactrice web SEO et un petit peu aussi dans le podcast, puisque j'ai un podcast qui m'a aidée dans ma reconversion qui s'appelle «Avant j'étais prof», puisqu'avant j'étais professeure des écoles pendant 6 ans. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui tu te définis comme digital nomade du coup? Alors ça, c'est très intéressant et rien que quand j'entends le terme, je me dis à quel point tu as bien choisi le titre, de ton émission parce qu'on entend vraiment tout et son contraire là-dessus sur les réseaux sociaux. Pour répondre très simplement, non, moi je ne me définis pas en fait de manière générale puisque je bosse à la fois chez moi, mais mon appartement avec là où je vis avec mon copain, il est en location, donc c'est plus vraiment chez moi quand je suis en Bretagne. Donc je suis, chez mes parents, chez les parents de mon copain. Des fois, on part 1 ou 2 semaines chez des copains. Des fois, on est à l'étranger, des fois, on est en mode voyage, des fois, on s'installe plusieurs mois quelque part et ça n'empêche pas que je bosse, peu importe les circonstances. Donc je pense que pour beaucoup de gens, je suis digital nomade. Pour moi, juste je suis quoi. Genre je me sens pas quelque chose, de spécifique et parce que on met beaucoup de définitions derrière ce qu'on souhaite être le digital, nomadisme et moi, ce que je vois sur Instagram, c'est pas forcément, quelque chose qui me fait rêver, donc c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie que les gens imaginent de moi, parce que je trouve qu'on voit beaucoup de choses qui sont assez fausses pour avoir, testé dans la vraie vie. Donc au final, je me définis pas comme ça, parce que j'ai pas envie que les gens s'imaginent que, je sirote un cocktail à Bali, alors que c'est pas vrai du tout. Mais d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de Bali parce que c'est vraiment, une des destinations phares, en tout cas pour tout ce qui concerne le digital nomadisme et peut-être autre chose, mais en tout cas vraiment dans cette sphère-là, on voit beaucoup Dubaï, Bali. Et toi, tu as choisi d'aller t'installer pendant quelques mois en Équateur. Pourquoi l'Équateur? Absolument. En fait, ça faisait très longtemps avec mon copain qu'on voulait visiter l'Équateur. On a échoué à 2 reprises, une première fois parce que mon boulot de prof, m'avait pas laissé partir, une deuxième fois parce que rapatriement pour cause de Covid et du coup, là, c'était la troisième fois. On a juste pris un aller simple. Je savais pas dans quelle mesure j'allais travailler là-bas parce que j'avais gardé peu de contrats puisqu'on pensait voyager dans toute l'Amérique du Sud et puis, en fait, au bout de 2 mois et demi, on s'est retrouvés dans une auberge de jeunesse qui était incroyable, où on est resté 7 mois et en fait, j'ai trouvé un rythme entre mon travail, d'auto-entrepreneuse, des missions de volontariat dans l'auberge de jeunesse et puis, bah, le plaisir aussi de vivre là-bas puisque c'est vrai que si tu profites pas de l'endroit où tu vis, bon, autant rester chez toi, quoi. C'est quand je disais que c'était pas du tout comme ce que j'imaginais, c'est-à-dire que moi, quand on voyageait en Équateur, j'étais heureuse quand je trouvais une table, une chaise et une connexion internet au même endroit et j'étais très loin de bosser, au bord de la piscine, tu vois? Et les seules fois où ça m'est arrivé de bosser au bord de la piscine,
c'est parce que c'était le seul endroit où le réseau était bon et je branchais mon ordinateur, dans les toilettes, communes derrière, tu vois? Enfin, c'est pas du tout l'image, qu'on s'imagine. Ça veut dire, bah, tous les la vie qu'il y a autour de toi. Alors je sais pas comment ça se passe. Je vois souvent Bali et le nord de la Thaïlande comme pays qui reçoivent beaucoup d'expats et ça a l'air effectivement d'être facile de bosser, depuis là-bas en termes de confort, de qualité de vie et tout. L'Équateur, ben, c'est beaucoup de chiens errants, c'est beaucoup de gens qui passent dans la rue en criant qu'ils ont des mangues et des crevettes à vendre. Dans une auberge de jeunesse, ben, c'est les gens qui sautent dans la piscine, les gens qui écoutent de la musique, qui font le petit déjeuner. Enfin, c'est pas du tout le calme, qu'on peut s'imaginer quand on voit certains posts sur Instagram où ça a l'air très tranquille, très paradisiaque. Tu pas vraiment de routine non plus, tu pas vraiment d'habitude, donc je me suis rendu compte que j'étais moins efficace, donc je mets plus de temps à travailler, donc je suis moins rentable. À côté de ça, c'est un pays qui ne coûte pas cher, probablement comme la Thaïlande, j'entends souvent dire que c'est pas très cher, j'y suis jamais allée, mais donc forcément avec des salaires français à l'étranger dans des pays qui coûtent moins cher que la France, ça reste plus rentable. Enfin, il y a vraiment des pour et des contre, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai pas essayé d'aller bosser sur la plage. Tu vois, on entend souvent des gens dire que ça fait rêver. Moi, ce que j'imagine, c'est que 1, tu peux pas te brancher, 2, tu as le soleil dans l'écran et 3, tu as du sable partout. Donc moi, ça ne me fait pas du tout rêver, tu vois? Mais c'est pareil et enfin, quand tu as déjà essayé de travailler au bord d'une piscine, tu sais que tu peux pas y rester longtemps parce que sauf si tu es sous un parasol, bah, tu as chaud, ton ordinateur, il chauffe aussi, tu vois rien. Donc pour peu que tu fasses, tu vois, de la création visuelle ou un truc où tu as vraiment besoin de la couleur de ton écran, bah, c'est l'échec assuré. Donc oui, effectivement. C'est complètement ça. Ouais et j'ai bossé, parce que du coup, dans l'auberge où on était vraiment collés à la mer, il faisait assez chaud. Donc parfois, j'allais au dernier étage, de l'auberge pour avoir un peu d'air. Il y avait des hamacs et en vrai, au début, c'est trop bien de bosser dans un hamac et enfin, tu es content, tu te balances, c'est chouette. Puis en fait, au bout de 2 heures, bah, tu te rends compte que tu pas du tout dans une position optimale pour rester concentré puisque tu as un peu les yeux lourds, tu vois? Donc si tu as mangé avant, tu es bonne pour la sieste. Surtout avec les chaleurs qu'il fait parfois là-bas, enfin, c'est ouais, j'avais fait une petite série de vidéos, bah, quand on lançait notre formation avec, Solène là pour le podcast et puis elle me demandait, «Tu peux faire des petites vidéos pour illustrer de toi qui bosses?» Je fais: «Ben, ça va être folklore parce que moi ça va être, au bord de la piscine, dans un hamac, avec la vue». J'avais une terrasse de ouf où je voyais tous mes copains qui surfaient pendant que je bossais. C'était plus frustrant qu'autre chose, j'arrivais pas à me concentrer, mais du coup les vidéos reflètent ça et j'ai très bien conscience que de l'extérieur, c'est waouh et moi j'ai vraiment adoré, mais tu peux pas faire des journées de 8 heures, confortablement comme je peux le faire, je vais dire en France parce que c'est là que j'ai un appart, mais genre si c'est en Espagne, ce serait pareil, tu vois? C'est pas pareil que chez toi, c'est pas tu pas ton rythme, tu pas tes habitudes, tu pas ton matériel, tu pas la même posture, tu rien n'est la même chose, en fait. Donc c'est pas je pense qu'il y a vraiment une énorme différence entre ce qu'on voit et ce qu'on laisse percevoir aux autres et ce qu'au final on vit vraiment, que, bah, ouais, on a mal au dos, le réseau il coupe, il y a du bruit partout, tu pas à l'aise, enfin, tu vois, il y a je trouve c'est un peu 2 salles, 2 ambiances, quoi. Ouais et puis ce qui est intéressant aussi avec, toi, enfin, comment tu as voyagé, c'est que tu as aussi donné de ton temps, sur place. Alors que souvent, ce qu'on va voir au niveau du digital nomadisme, ce sont des personnes qui ont leur activité, en freelance ou en salariat d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des entreprises qui permettent de travailler à distance, hein et en fait, elles ont déjà leur travail et elles vont aller dans un autre pays, bah, à la fois pour le découvrir, à la fois pour travailler. Alors que toi, du coup, c'était pas tout à fait ton approche. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Oui, en fait, moi, en devenant freelance, mon but, c'était de quitter une vie qui était un peu normée, on va dire, et d'avoir plus de choix et de liberté. Et par liberté, j'entends, liberté, décisionnelle, financière, géographique, organisationnelle, genre vraiment «toutes les libertés» entre guillemets. Et moi, mon but, bah, c'est sûr, quand tu es à ton compte, plus tu travailles, plus tu gagnes d'argent. Mais bah, moi, c'est pas mon objectif parce que c'est pas quelque chose qui me motive, tellement. Enfin, je me rends compte, c'est pas quelque chose qui me rend heureuse. Il m'a fallu des années, mais voilà, je sais pas, ça ne me remplit pas de bonheur, quoi. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est, bah, de faire des choses que j'aime. Et je rêvais de travailler dans une auberge de jeunesse et j'aime le fait de pouvoir vivre dans un pays qui coûte moins cher que là où je vis habituellement, me permettait de travailler de manière rémunérée moins d'heures pour subvenir à mes besoins. Donc j'avais beaucoup de temps libre et donc j'ai pu bosser 4 mois dans cette auberge de jeunesse à raison de, 24 heures par semaine en moyenne
et en vrai, c'était trop bien. C'était tellement bien que moi, j'aurais pu payer pour bosser là-bas, mais je ne l'ai pas fait puisque c'était du volontariat, donc tu ne payes pas et en échange, par contre, tu as ton logement. Donc nous, on vivait en bord de mer, tu as ta planche de surf, tu peux faire ta machine à laver, tu avais l'accès à la piscine, à la terrasse pour faire le yoga, tu as la cuisine, enfin voilà, le petit déjeuner. Il y a pas mal de choses qui sont prises en compte, donc tu n'as pas de salaire, tu n'as pas d'argent, mais tu peux profiter des lieux et en fait, enfin, moi, c'est quelque chose qui me va bien. Le fait qu'il y ait pas d'échange d'argent, je sais pas, je trouve ça simple, tu vois? Tu es sûr que tu le fais pas pour l'argent au moins et je sais pas, c'était génial et on est tout le temps si volontaires à tourner et puis les voyageurs, ils sont un peu quand même dans le même état d'esprit, bah, ils sont pas là pour s'enrichir de trop parce que sinon ils voyageraient pas comme ça sur du long terme, tu vois? Ils resteraient travailler à temps plein, donc je sais pas, j'ai trouvé ça agréable et ouais, ça me permettait de pas avoir trop d'heures à faire en tant que, bah, qu'auto-entrepreneur parce que j'avais des dépenses, bah, qui étaient vraiment moindres, en fait et ça m'a aussi permis de lancer des projets comme j'avais un coût de vie très faible, qui me rapportaient pas forcément d'argent au départ, que je peux pas forcément me permettre, de lancer quand je suis en France parce que mes charges ne sont pas les mêmes aussi. Mais c'est hyper intéressant que tu parles justement de toutes les libertés, bah, que tu voulais embrasser finalement, dont la liberté Ouais. financière et finalement pour toi la liberté financière, c'est pas avoir beaucoup d'argent, c'est avoir assez d'argent pour vivre et je trouve ça hyper intéressant en fait comme point de vue parce que, justement quand tu vas dans des pays où le coût de vie est moindre, bah, je pense qu'une grande partie des gens se diraient: «Bah, c'est chouette, c'est l'occasion de mettre plein de sous de côté ou justement de travailler plus pour avoir encore plus d'argent et comme ça, bah, tu amasses justement, de l'argent, bah, pour des projets, hein. Ça peut être de l'investissement ou juste, bah, peut-être parce qu'il y a des gens, ça les rend heureux d'avoir plein d'argent et toi, du coup, c'est Ouais. pas du tout ton cas et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce point de vue qu'on entend, bah, pas ou en tout cas, moi, je l'entends Ouais. jamais. En fait, ça va même plus loin que ça. C'est même pas tant que mon but, c'est d'avoir juste assez d'argent pour vivre, c'est que cette liberté financière, pour moi, c'est la possibilité de choisir d'avoir de l'argent ou pas. C'est-à-dire que si, je sais pas, l'année dernière, mon copain, il adore skier et moi, je fais du chasse-neige, donc voilà. Mon copain voulait à tout prix qu'on aille au ski et c'est vrai qu'à chaque fois, je refuse parce que, bah, j'avais pas trop les moyens, la motivation, tout ça et puis là, en étant à mon compte, bah, je pouvais décider d'accepter des plus gros contrats et de bosser plus d'heures pour avoir plus d'argent pour aller à la neige et du coup, j'ai pris un plus gros contrat, donc j'ai bossé plus. Ça m'a pas satisfait pleinement parce que j'aime pas passer ma vie à travailler. Moi, j'aime bien profiter, mais j'avais plus d'argent donc bah, oui, j'ai fait un chiffre d'affaires qui était, bah, plus conséquent, mais le fait d'avoir plus d'argent, ça m'a pas rendue plus heureuse que les mois où je décide de bosser moins parce que j'ai moins besoin d'argent. Donc en fait, tu peux finalement, pour moi, c'est la même chose. Vivre dans un endroit qui coûte cher et avoir besoin de plus pour pouvoir subvenir à ses besoins ou partir vivre dans un endroit qui coûte moins cher ou revoir aussi ses dépenses à la baisse, tu vois? Tu peux vivre dans le même endroit, mais dépenser différemment, vivre différemment, mais du coup, tu as besoin de moins et on a l'habitude d'entendre, qu'on peut avoir toujours plus. C'est vrai qu'en tant que freelance, tu peux décider. Donc si vraiment tu veux, tu peux essayer d'avoir toujours plus. Mais je sais pas, moi, je me rends compte que ça m'a il y a pas de moment de ma vie où je me rappelle d'avoir été heureuse parce que j'avais beaucoup d'argent. Mais c'est pas quelque chose qui me stresse. J'ai pas la peur de manquer, par exemple, que je sais que beaucoup de gens ont. Dans ma reconversion, j'avais pas non plus la peur de manquer. Je m'étais organisée pour faire mes économies sur mon salaire de prof et j'ai fait mon petit truc. Mais parce que du fait de voyager beaucoup, moi, j'ai pas peur de si je dois perdre mon logement et vivre dans ma tente, ça me fait pas peur parce que je sais que je peux le faire à l'étranger, donc je peux le faire ici, tu vois? S'il fallait que je me déplace, qu'en stop et bah, que je me nourrisse à l'arrière des boulangeries dans ce qui est jeté, bah, en fait, c'est des trucs qu'on a déjà pu faire avec mon copain en voyage, entre guillemets «pour le fun», tu vois? Et du coup, je me dis que le fait de l'avoir déjà fait et de pas en être morte, je pense que c'est ce qui fait que ça ne me stresse pas aujourd'hui, quand bien même je sais que ça ne m'arrivera pas, tu vois? J'ai la chance d'avoir une famille, des amis, même si je perdais mon logement, je serais pas dehors, en fait. J'ai pas de peur extrême de me retrouver à la rue, Mmh. tu vois? Ouais, bah, ouais. Et je sais que ça peut être incontrôlable ça pour des gens et aussi et je le précise parce que ne serait-ce que toi et moi, tu vois, on n'a pas les mêmes, charges. Je n'ai pas d'enfant, par exemple et c'est un choix, ça me permet de garder, ben, pour moi, une grande liberté. On a un crédit avec mon copain, mais on a fait en sorte qu'il soit court, qu'il soit faible parce qu'on savait qu'on voudrait beaucoup voyager et que des fois, on aime bien passer un an en gagnant pas beaucoup. Mais on veut être capable de subvenir nous-mêmes à nos besoins quand même, tu vois?
Mais c'est intéressant vraiment, tout ce point de vue-là et même, le fait d'avoir cette liberté. Tu vois, souvent, il y a des gens qui vont se consacrer à leur carrière pendant un long moment et au bout d'un moment, ils vont plus se consacrer à leur carrière et souvent, c'est parce qu'il y a l'arrivée des enfants ou parce qu'il y a un coup dur dans la vie ou en tout cas quelque chose qui te Ouais. rappelle qu'en fait, tu pas éternel et que peut-être il faudrait profiter. Et tu vois, j'ai reçu aussi, Manuel dans un autre, épisode de podcast. Lui, il est, consultant en organisation et il a un peu le même point de vue que toi. Tu vois, il dit: «Mais moi, dans la vie, j'ai envie de, profiter de mes copains et cetera» et en fait, je trouve ça super chouette que ça vienne de personnes qui n'ont pas d'enfants. Parce que souvent, on va dire: «Bah, moi, je veux profiter, de mes enfants, de les voir grandir et cetera». Mais en fait, il y a pas que les enfants qui sont un argument pour avoir du temps pour mais même pas pour soi, du coup, parce que pour les enfants, mais en tout cas, pour essayer de récupérer du temps de qualité avec les personnes Ouais. qu'on aime autour de soi ou même récupérer du temps de qualité pour rester avec soi-même. Et en fait, je trouve ça super bien que de plus en plus de personnes aient cette démarche-là de se dire: «Bah, moi, en fait, j'ai envie de kiffer la vie, bah, comme je l'entends» et je trouve ça vraiment, trop bien comme discours Ouais. et encore une fois, on l'entend pas assez souvent. Moi, je sais que j'ai peur de plein de trucs, je suis un peu une flippette, mais j'ai surtout peur d'une chose dans la vie, c'est d'avoir des regrets et en fait, je pense que j'ai vu trop de gens autour de moi ne pas être, 100 heureux tous les jours et c'est difficile d'être tout le temps heureux. Mais je sais que si je prends l'année qui vient de s'écouler en Équateur où, j'ai fait beaucoup de choix dans ma vie pour en arriver là, hein, forcément ça s'est pas fait en claquant des doigts non plus, mais et c'est pas du tout une vie qui ferait rêver beaucoup de gens et je le sais, mais moi, elle me convenait tellement que quand on est rentrés, je me souviens moi j'ai peur en avion, je te disais j'ai peur de plein de trucs. Je me souviens dans l'avion d'avoir pas peur pour la première fois et de dire à mon copain: «En vrai, si on se crache maintenant, je m'en fous, je suis trop heureuse». Genre ma vie, elle est trop bien et j'aime trop me lever le matin. En fait, j'adore aller me coucher le soir et me dire: «J'ai trop hâte à demain» et j'adore me lever le matin et commencer ma journée, tu vois? Et c'est vrai que là-bas, c'était un contexte qui, je pense, me correspondait et me rendait heureuse mais qui ne correspondrait pas à beaucoup de personnes de par la qualité de vie parce que, bah, c'est sûr, c'est pas aussi développé qu'en France, surtout qu'on était dans un petit village de pêcheurs et il y a l'électricité qui coupe et parfois il y a pas d'eau et il y a de la poussière partout et il fait beaucoup trop chaud l'été et tu vois, il y a plein de choses, mais en fait, c'est des choses qui me dérangent pas et d'être avec des gens, que j'aimais autant et pouvoir profiter tout le temps, organiser mes horaires de boulot, les missions que je prends ou pas selon ce qu'on a envie de faire comme activité et tout, bah, moi, ça fait que tous les jours, j'étais, à 100 du bonheur, tu vois? Donc je dormais bien, j'étais en bonne santé, j'avais jamais de coups de mou, j'ai jamais eu, je sais pas, mal au dos, mal à la tête, comme je peux avoir parfois quand je suis pas 100 heureuse dans mon quotidien et je sais que c'est beaucoup lié et moi, je suis très émotive en plus, mais en vrai, c'était trop bien. Donc maintenant que j'ai découvert à quel point la vie, ça pouvait être cool, je me dis: «Ben, pourquoi s'arrêter en si bon chemin?» Donc moi, j'aimerais que ma vie, elle soit cool tout du long et si un jour, ce que je trouve cool, c'est d'avoir des enfants, de me poser, d'avoir une maison, bah, je le ferai. Mais pour l'instant, c'est pas ce que je trouve cool, donc c'est pas ce que je fais. Tu sais, j'ai pas envie de me conformer parce que j'ai 31 ans et qu'il faudrait que. Bah, j'ai pas envie, moi, j'ai envie d'être contente parce que, bah, imagine, je meurs l'année prochaine, tu vois? Enfin, j'ai pas envie d'avoir de regrets, en fait. J'ai envie de profiter et je vois trop de gens qui avaient prévu de, je sais pas, voyager à la retraite et puis, 1 an avant la retraite, bah, ils tombent malades, tu vois? Et ça me enfin, je sais pas, ça me ronge un peu quand je vois ça et du coup, je me dis: «Bah, moi, je profite à 100 et puis je verrai plus tard» et peut-être que c'est un très mauvais choix, hein. Peut-être que je vais vivre jusqu'à 107 ans et que j'aurai pas de retraite et que j'aurai une maladie incurable et tu vois? J'en sais rien. Mais je veux dire, si je vis dans cette optique-là, je vais rien faire aussi, quoi. Bah, aujourd'hui, tu fais des choix avec, ce que tu considères important, ce que tu considères, nécessaire aussi pour toi et finalement, c'est ça un choix. Ça veut pas dire que c'est le meilleur objectivement aux yeux de tous, mais en tout cas, c'est le meilleur choix pour toi à l'instant T et ça, bah, je trouve ça vraiment top. Pour, justement la question de digital nomade ou le fait de vivre à l'étranger et cetera, je trouve ça important que tu dises que c'est pas tout le temps tout rose et que c'est pas que positif, mais en revanche, tu es hyper d'accord avec ça. C'est-à-dire que je trouve que c'est un Ouais, peu comme dans l'entrepreneuriat, tu vois? L'entrepreneuriat, c'est pas, hyper positif tout le temps, ça ne convient pas à tout le monde, mais à partir du moment où tu ouais, es OK avec les règles du jeu et que finalement, bah, tu en tires plus de bénéfices que d'inconvénients, bah, en fait, c'est que le choix, il est bon pour toi, en tout cas en ce moment. Peut-être que dans 5 ans, bah, tu ouais, changeras d'avis et comme tu dis, tu vois, peut-être que tu voudras être sédentaire dans une maison, avec une vie de famille, des enfants, un chien, un chat, que sais-je. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est pas ce dont tu rêves et donc aujourd'hui, bah, finalement, tu vis un peu ta vie de rêve et je trouve ça trop bien. ouais. Mais moi aussi parce que je pensais pas qu'on pouvait être aussi heureux, en fait, parce que, bah, toi, tu le sais, tout le monde le sait peut-être pas, mais quand j'étais prof, j'étais vraiment pas bien dans mon métier et il y a
plus grand-chose, tu sais, tu passes tellement de temps au boulot que quand ça va pas au travail et surtout des jobs comme ça où tu ramènes le travail à la maison, bah, il y a pas beaucoup de moments qui me restaient où j'allais bien, en fait. Ça se comptait vraiment en minutes, sur la semaine et mon moral, c'était une catastrophe. Plus les années passaient, moins j'allais bien. À la fin, j'étais tout le temps malade, je vomissais le matin avant d'aller bosser, enfin et quand je vois ma vie aujourd'hui, je me dis: «Mais j'aurais jamais cru que ça aurait pu être cool, en fait». Pour moi, j'étais condamnée à tu sais, des fois, c'est horrible ce que je vais dire et bon, enfin, c'est pas fun du tout, mais des fois, je me demandais un peu à quoi ça servait de vivre, en fait. Enfin, c'est à ce moment-là que mon médecin m'avait arrêtée d'ailleurs, mais en vrai, moi, je Très dis bon en médecin. rigolant, mais parce que c'est nerveux, mais je sais je Ouais. sais que c'est pas drôle, mais tu vois, quand tu en arrives là et que tu te dis, je sais pas, des fois, j'en parlais avec des gens autour de moi, on me disait: «Bah, en même temps, le travail, c'est pas fait pour être fun, hein, sinon ça se saurait». Et bah, du coup, comme tu entends ça, tu te dis que bon, ben, ouais, puis tu sais, tu continues. Mais en fait, moi, j'avais même pas besoin et enfin, on va pas venir sur le fait que les enseignants gagnent pas très bien leur vie, mais malgré le fait que c'était pas des salaires mirobolants, j'avais même pas besoin d'autant puisque de toute façon, j'avais plus trop le goût à faire grand chose. Donc je me disais: «Oh, si seulement je pouvais bosser, moins d'heures cette semaine parce que j'ai pas le moral», tu vois? Mais tu peux pas moduler comme ça. Or maintenant, je peux moduler. Je peux moduler et je peux tout choisir, de l'heure à laquelle, j'ai envie de faire pipi ou de manger, qui me manquait beaucoup dans ma liberté, à, bah, est-ce que j'ai envie de partir vivre 1 an, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu vois? En fait, tu peux faire, ce que tu veux. Alors après, avoir, beaucoup de liberté, enfin, parfois trop de choix tue le choix aussi, tu vois? Ça peut être, stressant. La première année, j'étais un peu: «Waouh!» En fait, on peut faire trop de choses et du coup, ça me stressait un peu. Je savais pas par quel bout prendre les choses et que faire et j'avais trop d'idées, j'arrivais pas à canaliser et tout ça. Mais finalement, comme quand tu as ton business et que, bah, tu te sens libre et que tu peux techniquement monter tous les projets qui te passent par la tête. Mais il faut faire des choix parce que, ben, les journées ne sont pas extensibles et la santé mentale, c'est important aussi, tu vois? Mais je sais pas, je trouve ça cool. Je trouve qu'en fait, mon rythme de vie, il correspond, à ce que ma j'ai l'impression à ce que ma biologie, ce dont ma biologie aurait besoin. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais, par exemple, le matin, je mets pas de réveil, mais, entre 6 et 7 heures, je suis debout. Et je fais ma journée, tu vois? Je fais ma sieste. Quand j'étais prof, je pouvais pas. Et en fait, c'est un rythme qui me va super bien, qui me permet d'être efficace et j'aime bien alterner les périodes où tu bosses beaucoup et les périodes où tu bosses moins et des projets fascinants et d'autres qui sont un peu plus rébarbatifs. Mais c'est important des fois d'avoir du moins bien pour apprécier le bien aussi, je trouve. Et finalement, entre ta vie de prof et la vie de maintenant, on est quand même aux antipodes. Enfin, parce que tu pars du fonctionnariat quand même, donc potentiellement un métier que Ouais. tu pouvais garder toute ta vie, sauf si vraiment tu fais quelque chose d'extrême, mais vraiment très, très Ah oui, extrême, hein, parce qu'on sait que tu restes quand même fonctionnaire toute ta vie, avec c'est un clair. salaire, du coup, qui tombe tous les mois et un rythme de vie finalement, on sait qu'on ramène, le travail à la maison et cetera, mais si on regarde juste le nombre d'heures, à l'école, finalement, on n'était pas non plus sur un 40 heures, 50 heures, mais évidemment, tu as toute la charge mentale, les préparations et cetera, qui vont avec le métier. Alors qu'aujourd'hui, tu es sur, de la liberté pure, que ce soit au niveau du lieu géographique où tu es et les missions que tu acceptes ou non et même le travail que tu fais ou pas. Parce que tu peux très bien être sur ton activité de freelance, comme sur une mission de volontariat comme tu expliquais ou comme peut-être sur autre chose si tu pars ailleurs et que ça se présente à toi. Et comment justement tu as préparé cette transition? Parce que comme tu disais, trop de choix, tue le choix. Tu pars de finalement un petit carré et tu vas vers, plus de barrières du tout. Donc comment toi tu as préparé tout Ouais. ça pour que justement ce soit le plus sain pour toi aussi et le moins stressant et le plus cocon quand même, pour le vivre? Ouais. En fait, je pense que j'ai peut-être pas assez préparé ce qui allait enfin les portes qui allaient s'ouvrir à moi, on va dire. J'avais pas assez idée de mes possibilités. Moi, j'ai surtout préparé le côté financier. Parce que quand tu te reconvertis et que tu passes à ton compte, bah, il y a le moment où, tu quittes ton ancien job et avant d'avoir tes premiers clients, une régularité et tout ça, il peut y avoir un moment où tu as moins de revenus. Donc moi, j'avais surtout travaillé là-dessus pour mettre, en fait, la dernière année où j'étais prof, je vivais sur un demi-salaire en me disant: «Comme ça, l'année prochaine, il me reste un autre demi-salaire si j'arrive pas à me lancer pendant 1 an». Ce qui faisait pas énorme, ça me faisait genre 900 € par mois, donc avec, le crédit, la nourriture, les charges, comme tout le monde, quoi. Donc il y avait plus de petits loisirs, il y a plus de resto et j'achetais plus beaucoup de fromage. C'était un peu triste, mais je savais pourquoi je le faisais, donc ça me dérangeait pas plus que ça. Et en fait, mon entreprise, elle s'est bien lancée. Donc finalement, au bout de 3 mois, c'est bon, j'avais pas besoin, en fait, de l'argent que j'avais mis de côté. En revanche, là où je m'étais pas préparée, c'est que je m'étais pas préparée à avoir du temps libre et quand ça a été les premiers vendredis soirs, il m'a fallu 3 ou 4 week-ends
pour me dire que j'étais pas obligée de travailler le week-end. Et en fait, comme moi, je suis une lève tôt, mais pas mon copain, et qu'on vit ensemble, ben, moi, le samedi ou le dimanche matin, quand à 6h30 je suis debout et qu'il faut que je l'attende jusqu'à 11h30 midi, bon, bah, je prends mon petit déj, je vais faire ma promenade, je fais mon sport, bah, il me reste encore 2 heures, tu vois? Il y a toujours un moment où je me disais: «Ah, je vais bosser un peu», mais parce qu'en plus, j'aimais bien ça, tu vois? Et il m'a fallu, ouais, un bon moment avant de me dire: «Bah, je peux aussi me mettre dans mon canapé, faire un mot croisé et aller arroser mon cactus, quoi». Enfin, n'arrosez pas trop vos cactus. Mais c'est difficile, je trouve, de se faire à tout ce temps libre. Et après, pour le reste, paradoxalement, et ben, si je prends toute l'année dernière où j'étais en Équateur, entre mon taf et le volontariat, sur 1 an, j'ai dû prendre 4 jours off au total, week-end inclus. J'ai jamais pris un week-end, 2 jours consécutifs, je l'ai même pas fait. Parce que même si je bossais que 1 ou 2 heures par jour parfois, ben, en fait, j'avais tout le temps un truc à faire. J'avais tout le temps envie de faire un truc. Et c'est la grosse différence parce que quand j'étais prof, je ramenais plein de boulot à la maison, mais là, je pourrais m'arrêter, mais j'aime trop, en fait. Enfin, ce qui est dur, c'est de dire non des fois à des missions. Là, bah, on repart normalement cette année. J'ai dit non à un truc, c'était le projet un peu de mes rêves, tu vois? Et j'étais là, ben, on peut pas tout faire, faut faire des choix et c'est ça qui est dur, ouais. Se préparer à avoir du temps libre, j'étais pas prête. Après, je m'étais préparée, ben, j'avais suivi une formation, donc j'étais prête, pour faire face à l'entrepreneuriat. Moi qui déteste l'administratif, en vrai, monter sa boîte, c'est pas si compliqué. C'est plus après, je pense, si je voulais vraiment la faire grandir, mettre des stratégies en place, là, ça me demanderait plus d'efforts. Mais comme moi, mon entreprise, elle me sert juste à avoir ce qu'il me faut d'argent pour kiffer, ça fait 2 ans que j'ai pas tenu mon livre des comptes, par exemple. Mais comme je sais que je dépense pas tout ce que je gagne, bah, ça me stresse pas, tu vois? Mais je m'étais dit que je devais le faire cet été et on est en septembre. Mais tu vois, je regarde pas en fait, j'ai vraiment peu de dépenses. Du coup, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Du coup, je me suis pas encore posé la question de, monter mes prix ou tu vois? Je fais ce qui me fait plaisir, quoi. Même en termes de mission, si ça me plaît pas, si c'est pas assez bien payé, je sais que je vais pas accepter. Pas parce que c'est pas assez et que ça me plaît pas, mais pas parce que c'est juste pas assez bien payé, mais parce que je me dis que c'est plus rentable de kiffer sa vie que de faire un truc qui me plaît pas de ouf et d'être pas très bien payé, tu vois? Donc je sais que c'est pas comme ça que mon entreprise, elle va grandir, mais en même temps, j'ai pas besoin qu'elle grandisse pour le moment. Donc je vais peut-être, choquer les entrepreneurs qui disent qu'un business, c'est censé croître et tout ça. Et peut-être que ça va croître, hein, cette année. On n'est pas à l'abri d'une surprise, tu vois? Parce qu'à chaque fois que tu as des missions qui pop ou des clients qui te découvrent et des fois, il m'est arrivé des trucs où c'était pas du tout prévu et je sais pas, je prends ce qu'il y a à prendre, en fait et le jour où ça ira pas et ben, on verra ce jour-là, tu vois? Mais pour l'instant, ça m'est pas arrivé donc et puis il y a peut-être un état d'esprit aussi, qui est plutôt positif de mon côté. Du coup, peut-être que je vois pas les problèmes, peut-être qu'il y a plein de trucs qui vont pas, mais que je m'arrête pas dessus aussi. Enfin, je pense que ma vie, elle est pas parfaite, tu vois? Loin de là. Mais c'est juste que, je sais pas, j'essaye de faire en sorte que moi, elle me corresponde en tout cas, quoi. Avec les choix que je peux faire sans, que ça ne fasse de mal à personne, autour de moi, quoi. C'est vrai qu'on parle souvent de la croissance des entreprises, mais on dit aussi que, enfin, c'est pas ta vie qui doit être au service de ton business, mais l'inverse. Et toi, du coup, bah, ton business, il est au service de ta vie et en fait, bah, c'est trop bien. Ouais. Enfin, je trouve que c'est Bah, vraiment ouais. un bel objectif. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient, arriver à cet objectif-là, mais après, il faut que ce soit effectivement en accord avec, bah, ton style de vie aussi, tu vois? Donc, toi, en tout cas, ça match et en fait, bah, c'est très bien aussi de voir que, bah, ton entreprise, elle te sert à vivre financièrement parlant, au niveau du kiff aussi et d'ailleurs, c'est rigolo parce que tu utilises beaucoup le mot «rentable» et souvent le mot «rentable», bah, il est associé avec l'argent et toi, en fait, Ah bah, oui. pas du tout et tu l'utilises vraiment beaucoup et en fait, non. Ah ouais? Ouais, J'ai même pas fait attention. Pour moi, un truc rentable, c'est un truc qui va avoir plus de positif que de négatif, en fait. Mais ouais. c'est vrai que je le lis pas forcément à l'argent. Donc, pour moi, une journée qui est bien rentabilisée, c'est comme quand je dois faire mon shampoing et que souvent j'ai la flemme parce qu'avant j'avais les cheveux très longs. J'allais toujours me baigner et je mettais la tête sous l'eau et je me disais: «Voilà, là j'ai rentabilisé le fait d'aller prendre mon shampoing», tu vois? Moi j'aime bien, je sais pas, c'est plus les moments en fait que je Ouais. rentabilise. C'est je veux avoir fait le truc à fond
pour pas, je sais pas, ouais, je sais pas Ouais. comment l'expliquer, mais c'est vrai que je pense pas forcément argent quand je pense rentabilité. Mais parce qu'en fait, tu vois, dans la rentabilité, pas forcément de l'argent, mais pareil, on a fait un épisode sur le voyage et on parlait de rentabiliser son voyage. Donc tu vois, la rentabilité Ouais, du voyage, c'était pas que financier, mais par exemple, si tu fais, 8 heures d'avion, bah, quand tu vas arriver, de l'autre côté, bah, tu auras envie de faire, mais 1 500 trucs parce que comme tu auras fait 8 heures ouais, d'avion aller, 8 heures d'avion retour, tu te dis: «Quand même, j'ai fait autant d'heures d'avion, donc il faut que je fasse tout ce que je peux faire, sur le moment». Au détriment de ton repos, au détriment de ta santé mentale, au détriment peut-être même de tes finances, peu importe, tu vois? Mais du coup, la ouais, rentabilité, ce serait celle-ci ou rentabiliser aussi, les lieux que tu vas voir. Donc prendre, 1 000 000 de photos pour prouver que tu y as été, pour prouver que tu y étais là, mais sans pour autant, bah, rentabiliser pour le coup ta visite, à savoir juste te poser sur le lieu, être trop content d'y être, apprécier le moment et cetera, tu vois? Et c'est vrai que, tu vois, le côté, en fait, ouais, tu l'utilises de manière hyper positive ce mot de rentabilité, alors que souvent la rentabilité, bah, déjà d'une part, c'est souvent utilisé par rapport à l'argent et ensuite quand on parle de rentabilité, ouais, il y a quand même ce truc de course à quelque chose, alors que toi non, c'est la course au kiff, tu vois? Pour toi, c'est rentable, bah, si tu as trop apprécié, c'était trop bien et en fait, bah, je trouve ça trop cool d'utiliser ce mot-là en particulier, pour ouais. cette situation aussi. Et c'est vrai que tu parles de rentabiliser son voyage. Là, l'Équateur, on y est quand même resté, 9 mois au total et j'ai indigné pas mal de gens autour de moi parce que je n'ai pas mis un pied aux Galapagos et je n'ai même pas fait l'effort de descendre au Machu Picchu. Alors qu'à la base, on était censé descendre toute l'Amérique du Sud, blablabla. En fait, on était tellement bien dans notre auberge que j'ai fait 2 mois de voyage et après j'ai fait 7 mois de, bah, je vis dans un dortoir, je fais du volontariat, je crée une petite formation, je fais ma petite vie, je vais surfer, il fait beau, enfin je sais pas, c'était trop cool et c'est vrai que les gens me disaient: «Mais c'est pas possible de déjà, passer autant de temps en Équateur». C'est pas un pays qui est hyper visité parce que le pauvre, il est entre la Colombie qui est super chouette et le Pérou qui est super chouette, donc souvent tu le traverses juste, l'Équateur il est tout petit à côté. Mais c'est vrai que les gens qui le traversent souvent c'est pour passer aux Galapagos et c'est vrai que c'est emblématique. Mais moi, les animaux, c'est pas ma passion. Je n'ai jamais fait de plongée. Je me suis toujours dit: «Si un jour j'allais aux Galapagos, bah, j'avais envie que ce soit un bon moment et de profiter de tout ce qu'il y a dans cet endroit-là», tu vois? Il y a tellement de gens qui sont fans et qui enfin, j'ai pas envie que ça devienne surpeuplé parce qu'il y a des gens comme moi qui s'en fichent à moitié, qui vont, bah, parce qu'ils savent pas quoi faire, tu vois? Moi, je fais pas la différence entre 2 types de tortues et 2 types d'oiseaux, j'y connais rien, je sais que je vais pas prendre un plaisir monstrueux plus que d'aller à un autre endroit, enfin, je sais pas, je laisse les gens qui sont fans d'un truc faire ce dont ils sont fans et moi, je fais ce dont moi je suis fan. Mais idem le Machu Picchu, la flemme de traverser, la frontière et descendre le Pérou pour juste aller au Machu Picchu. Moi, si je vais au Machu Picchu, je sais que j'ai envie de faire le long trek pour aller jusque là-bas. Du coup, j'ai envie que ce soit la bonne saison, j'ai envie d'avoir le temps, j'ai envie d'être acclimatée et mon copain aussi pour pas avoir les maux de tête et cetera, parce que je sais que je suis sensible au mal de l'altitude. J'aime pas me presser, en fait. Donc pour moi, c'est pas parce que je suis à côté d'un truc qu'il faut que j'aille voir le truc. Après, il y a aussi, l'autre, extrême, comme je suis assez, solitaire et que je peux être casanière, je peux avoir tendance à juste me complaire dans l'endroit où je suis trop contente et du coup, je bouge pas de là. Mais en fait, si je suis contente, bah, tant pis, tu vois? Enfin, c'est pas grave. Si j'ai pas la sensation de rater un truc et que je regrette pas d'avoir bougé derrière, pas de regret de pas avoir vu le Machu Picchu, les Galapagos. Parce que si j'ai envie, ben, j'y retourne demain, si vraiment c'est ce qui me fait plaisir, tu vois? Donc, je sais pas, le fait de pouvoir être libre et de pouvoir choisir, j'ai plus du tout ce truc de, «Ah, il faut absolument que je fasse ça maintenant», puisque je peux le faire quand je veux. Donc il y a plus de stress, en fait. La vie est plus simple, je trouve. Ouais, mais carrément, ben ça enfin, c'est hyper intéressant, tu vois, comme tu dis, la proximité d'un lieu, bah, tu pas forcément obligé d'y aller, mais je pense qu'effectivement, pour la plupart des gens, comme ils savent pas s'ils vont y retourner, s'ils pourront y retourner, bah, ils se disent: «Il faut que je le fasse maintenant» et donc forcément, si toi, tu te dis: «Bah, si j'ai envie, j'y retourne demain», en plus maintenant, tu as dû aussi, bah, te faire des attaches, tu sais où retourner, tu as trouvé le lieu super, donc tu vois, tu as même plus cette pression de te dire en plus: «Bah, je sais pas où je vais me loger, je connais personne, je connais pas le lieu». Ouais. Là, ça y est, maintenant tu connais, tu as été, assez longtemps pour être à l'aise là-bas. Et tu disais que vous avez voyagé pendant 2 mois et que pendant 7 mois, vous vous êtes posés. Est-ce que c'est ce qui était prévu au début ou est-ce qu'au début, vous aviez vraiment prévu de voyager, tout le temps, du séjour? Le but, c'était de voyager tout le temps du séjour OK. et en fait, moi, c'est un de mes rêves, de vie quand, je sais pas, dans une dizaine d'années, tu vois, d'avoir mon auberge de jeunesse. J'ai toujours voulu ça. J'ai toujours été fan des auberges, mais je n'ai jamais travaillé dedans et on s'était dit que sur ce voyage, avec mon copain, si moi, je trouvais une opportunité de bosser dans une auberge de jeunesse, on s'arrêterait, on le ferait.
Donc quand on est arrivé dans cette auberge de jeunesse-là, le but, c'était pas du tout de s'y poser. Après 2 mois de voyage, on devait rester, 2-3 semaines pour se retaper un peu de l'altitude, des randos, du froid, tout ça, se poser au soleil et on devait descendre Pérou, Bolivie et retourner en Argentine qu'on avait adoré. Et en fait, on avait pris 2 jours dans un dortoir et puis, de 2 jours, ça a glissé sur 1 semaine, puis sur 1 mois, puis, petit à petit sur 7 mois. Sauf que c'était pas du tout le deal et qu'au bout d'un moment, quand ça faisait plusieurs jours, semaines, mon copain m'avait dit: «Bon allez, OK, vas-y, demande ton volontariat». Donc fallait attendre un peu parce qu'il y avait du monde déjà et donc j'ai été acceptée. Mon copain, du coup, a fait le volontariat aussi, mais c'était censé être 1 mois. Puis idem, ça a glissé 2 mois, 3 mois, 4 mois et puis après les 4 mois de volontariat, moi je voulais bosser, du coup sur un projet de formation là pour le podcast et du coup je suis partie vivre de l'autre côté de l'auberge, en face de la rue, chez les managers qui ont aussi un logement, juste en face, ceux qui managent l'auberge et en fait je suis restée encore 2 mois de plus avec mon copain chez eux et toute businesswoman, que je suis, on m'a proposé si j'y retourne de prendre un poste de manager là-bas en fait. Donc comme j'y suis restée, illégalement, c'est pas bien, mais j'y suis restée illégalement un peu trop longtemps, donc j'ai pas le droit d'y retourner pendant plus d'1 an. Donc ce serait pas pour cette année, mais l'année d'après, j'aimerais bien retourner dans la même auberge, voir les mêmes gens que j'ai adorés, faire les mêmes missions et potentiellement, tester la partie management, que ce soit en volontariat encore ou que ce soit rémunéré. En fait, je m'en fiche un peu, c'est juste j'aime l'endroit, j'aime les missions, j'aime, l'ambiance, j'aime la météo, j'aime tout là-bas, tu vois? Et mais du coup, c'était pas prévu comme ça. Ce qui fait que, comme c'est moi qui ai un peu impulsé les décisions, c'est moi qui ai pas voulu bouger, c'est moi qui étais très bien là-bas. Bon après, il était pas malheureux, au Oui. soleil et doigts de pied en éventail. Il avait mis son activité en pause. Il faisait juste le volontariat avec moi et du coup là, à la rentrée, dans quelques jours, normalement, on est supposé partir en Nouvelle-Zélande, 9 mois également, avec un passeport vacances-travail et du coup, l'idée, c'est que cette fois-ci, ce soit lui qui soit décisionnaire de, son travail et moi qui «suive» entre guillemets les premiers mois. Parce que le but, ce serait de bosser 3 mois pour après voyager 6 mois dans un van. Donc c'est un peu, voilà, chacun son tour, fait alors je vais pas dire des concessions parce qu'il y a pire que vivre dans un van en Nouvelle-Zélande ou que, avoir les doigts de pied en éventail, au soleil équatorien, tu vois? C'est pas vraiment des concessions, mais on va dire que chacun accepte d'avoir, pas son premier choix en même temps. Parce qu'on est tellement différents, on n'aime pas les mêmes choses. Donc si on veut tous les 2 être heureux, c'est important que, ce soit un coup plus l'un, un coup plus l'autre. Ça pourra jamais être vraiment les 2 hyper heureux pour la même chose en même temps, je pense. On est trop différents pour ça, tu vois? Mais ouais, on a des je sais pas, des projets qui sont chouettes, qui nous correspondent à tous les 2 parce que ça, c'est important aussi. Mais ouais, peut-être que je retournerai là-bas et peut-être que je prévoirais de rester 3 mois et qu'en fait, je resterai 2 ans, tu vois? Ouais. Légalement cette fois, on espère. Oui, ouais, la prochaine fois, on peut pas être illégal plusieurs fois là-bas, donc la prochaine Ah! fois, je ferai des papiers et tout. Mais ouais, non, ça, c'était pas prévu et là, le voyage en Nouvelle-Zélande est un peu plus cadré parce qu'on sait qu'on rentre pour un mariage, l'été prochain, donc voilà, on sait qu'on va revenir. Pour la suite, on sait pas, on se dit qu'on verrait. Enfin, en fait, tu évolues tellement dans une vie, tu changes tellement, même si maintenant qu'on a la trentaine, tu es un peu plus posé, tu sais mieux ce que tu aimes pas, ce que tu veux, ce que tu veux pas. Mais il n'empêche que tu continues de changer par rapport aux expériences que tu vis, par rapport aux gens que tu rencontres, par rapport aux réflexions que tu peux avoir. Tu continues de t'ouvrir en voyageant beaucoup, on s'ouvre énormément à plein de cultures, donc tu découvres plein de manières de penser et de fonctionner, que tu as jamais vues en France et qui te paraissent super bizarres parfois au départ et tu te dis: «Mais en fait, pourquoi pas?» Et du coup, tu as encore plus de possibilités qui s'offrent à toi, tu vois? Donc non, en vrai, c'est cool. Les choix continuent de d'avancer, donc là, tu en as de plus en plus et j'ai dit: «Mais waouh, en fait, j'aurais pas assez de toute une vie Ouais. potentiellement pour essayer tout ce que j'ai envie de faire, à terme, quoi». Mais c'est pour ça que j'essaye de pas trop, trop travailler parce qu'il me faut du temps pour profiter. Mais je trouve que c'est trop bien d'avoir cette vision parce que tu vois, il y a, aussi la vision de justement ça passe vite, j'ai pas le temps de profiter ou, il faut absolument que je travaille, X années pour la retraite ou que je travaille, X années pareil ou avec tant de budget pour tel projet, mais sans justement ce côté de je veux profiter maintenant. Tu vois, souvent on va se focaliser sur un objectif et on va tout faire pour atteindre cet objectif, mais en s'oubliant un petit peu. Donc c'est pas forcément mal, hein, on a tous des objectifs comme ça, voilà. Alors que là, finalement, quand le champ des possibles, il est ouvert, bah, le problème, il est inverse. Là, tu te dis:
mais en fait, il y a tellement de possibilités que j'aurais pas assez de temps pour tout faire. Alors que, en tout cas, moi, je sais que le fait d'être devenue entrepreneur, de fréquenter aussi d'autres personnes, ça m'a ouvert ce champ-là. Alors que quand j'étais, prof, mais je pense que si j'avais fait un autre métier, ça aurait été pareil. Un métier, en fait, qui est normé, tu restes dans cette norme-là, tu fréquentes des gens qui sont Ouais, aussi dans cette norme-là et tout le monde ne s'interroge pas justement sur, le fait de rester, par exemple, toute la vie dans un travail. Moi, je sais que même quand j'étais ado, ça me paraissait dingue de me dire: «Mais en fait, ça veut dire que je vais commencer un travail, je sais pas, à 25 ans et à 60 ans, j'y serai encore». Du coup, là, tu vois, je me disais: «Mais la vie, elle sera trop longue, c'est pas possible», tu vois? Alors que ouais. finalement, quand tu sais que tu peux faire ce que tu veux, entre guillemets, en tout cas, ce qui t'est possible de faire avec les choix que tu vas faire, ce sera pas tout beau, tout rose, mais d'un coup, en fait, ta vision, elle change. Tu te dis: en fait, non, j'aurais pas assez de temps», enfin, tu vois? Et c'est fou comment juste ton positionnement et ta vision de la vie, finalement, ça change tout, mais du tout au Ouais. tout. Et je sais que je te rejoins là-dessus parce que quand j'ai commencé à bosser en tant que prof, on avait une grande réunion dans un amphi et il y avait je sais pas si c'était un inspecteur, un recteur, je sais plus qui c'était, mais bref, quelqu'un d'important en costume qui était venu et qui nous avait dit: «J'espère que ça vous plaira parce que vous êtes partis pour 42 ans». Et je venais juste d'avoir mon concours et je me souviens de l'angoisse que j'ai ressentie et de ce côté, ben, merde, j'ai fait une petite erreur là, tu vois? Moi qui ai toujours aimé, faire un peu ce que je veux comme je veux, alors ça m'allait bien parce que tu as pas de supérieur hiérarchique direct Mmh. quand tu es dans le primaire. Moi, j'étais dans le primaire parce que les directeurs d'école dans le primaire ne sont pas tes supérieurs, mais juste des collègues qui font en plus de l'administratif. Du coup, j'avais pas ce côté où voilà, tu un supérieur au-dessus de toi qui te regarde, qui te donne des ordres et tout. Ça, j'aurais du mal, je pense. C'est pour ça que je suis pas partie vers le salariat. Mais peut-être que l'entrepreneuriat et tous les choix, qui sont possibles, finalement, ça va me stresser, tu vois? Mais au moins, je suis sûre que je sais pas ce que je vais faire l'année prochaine et ça, pour moi, c'est important parce que savoir te dire, quand je vais être en vacances de Toussaint en 2036, enfin, si c'est pour regarder un film dont je connais déjà la fin, si tu veux, moi, par rapport à ma vision de la vie, ça m'angoissait, ça m'allait pas du tout. Alors qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de ça pour plus de stabilité, pour savoir, ben, est-ce qu'ils font des enfants? Est-ce qu'ils achètent une maison? Est-ce que machin? Nous, on a acheté un appart, on a vécu autant de temps dedans qu'un locataire a vécu dedans et on s'en fiche, tu vois? C'est chez nous, mais si ça peut être chez quelqu'un d'autre, c'est chez quelqu'un d'autre. Enfin, j'ai pas ce côté, un peu «appartenance» entre guillemets, qui fait aussi que là, j'ai pas vraiment de chez moi, tu vois? Il y a du Ouais. plus et il y a du moins. Mais ouais, je sais pas, j'aime bien moi le côté, surprise, pas savoir et pouvoir te dire que, si tu as une idée folle, tu peux juste la suivre en fait et tu feras de mal à personne, tu vois? Tu t'es pas engagé auprès de quelqu'un, tu t'es pas engagé pour quelque chose, donc tu peux changer d'avis et tu peux te faire plaisir et pour moi, c'est important, mais j'ai parfaitement conscience que c'est pas important pour tout le monde du tout. Ouais et justement quelqu'un qui serait un petit peu dans juste ce cheminement, ce questionnement, qui se dirait: «Pourquoi pas, vivre un petit peu tout le temps partout à l'étranger» ou pas d'ailleurs, hein, même partout en France, en van, en Europe et cetera. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de commencer à faire, que ce soit en termes de préparation, j'allais dire physique ou mentale ou psychologique, enfin d'une manière générale, qu'est-ce que tu lui conseillerais? En fait, je crois que je conseillerais de se poser les bonnes questions et d'essayer parce que j'ai l'impression que moi, je m'étais posé les bonnes questions, mais le fait d'essayer, je me suis rendu compte de certaines choses. Par exemple, je suis pas capable de voyager et travailler en même temps parce que j'arrive pas à être à 100 sur, plusieurs choses à la fois. Donc, le rythme où, tu voyages, puis tu fais une rando le mardi et le mercredi tu bosses pour un client et le jeudi tu prends un transport et machin, pour moi, ça marchait pas parce qu'en fait, rien ne te dit que dans le logement que tu as prévu de prendre le mercredi, il y aura une bonne connexion internet, une table, une chaise et pas une infiltration d'eau et un orage équatorien et en fait, il y a pas d'électricité, tu vois? Donc je trouve que faut prévoir plus de temps que quand tu es chez toi et que tu as tes routines parce que tu as pas tes habitudes et que tu es dépendant de choses, que tu peux pas contrôler, quoi. Donc voilà, prévoir du temps devant soi, mais au-delà de se poser les bonnes questions de, voilà, est-ce que savoir de combien on a besoin, en fait, financièrement. Moi, j'ai fait le test, j'ai tenu mes comptes, au centime près pour savoir combien il me fallait pour vivre, pour préparer mes économies au cas où. Parce que si tu y vas à la jaugette, on n'a pas tellement idée finalement des petites dépenses parfois qu'on a, tu vois? On peut se surestimer ou se sous-estimer. Mais ouais, essayer de penser à ça, combien on a vraiment besoin, qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce que, ça nous dérange de bosser dans un canapé chez quelqu'un ou est-ce qu'on a besoin d'une pièce, fermée, bien installée? Est-ce qu'on a un job qui nécessite d'avoir de la fibre ou est-ce que comme moi, la DSL en vrai ça fait l'affaire? Est-ce qu'on veut vivre dans un van? Est-ce qu'on veut vivre dans des logements et se poser de temps en temps? Enfin,
Gérer sa fatigue aussi, parce que si tu bouges et que tu voyages en même temps, bah, parfois, quand nous on faisait des grosses randos équatoriennes, où tu montes à 4-5 000 d'altitude, en fait, le lendemain, tu es explosé, tu as pas du tout envie d'aller rédiger un article ou de monter un podcast, tu vois? Tu as besoin de repos aussi. En fait, c'est comme dans notre vraie vie, tu vois? Dans la vraie vie, enfin, la vraie vie, C'est ça rigolo. reste la vraie vie, mais dans la vie quotidienne que j'avais avant, il y avait des week-ends, des vacances, des soirées, des moments où tu te reposes. Mais en fait, quand tu es en voyage ou que tu t'expatries, ton corps et ton esprit auront toujours besoin de ces moments de repos, même si c'est plus cool et que c'est moins stressant. Mais comme tu es aussi toujours dans la découverte, souvent c'est une langue différente, une monnaie différente, de la nourriture différente, des habitudes différentes, une culture différente. En fait, tout ça déjà, ça prend beaucoup d'énergie. Donc se demander vraiment, ben, où on veut vivre, est-ce qu'on veut bouger, genre être nomade et bouger régulièrement ou pas? Et est-ce qu'on est prêt à faire un peu des 2 à la fois ou est-ce qu'on est comme moi et qu'on peut pas? Et que finalement, il vaut mieux alterner, maintenant je le sais, les parties de voyage pures où tu fais que voyager et les parties de travail pures où tu fais que travailler. Et moi, c'est ce qui me convient, mais c'est peut-être pas du tout ce qui conviendrait à quelqu'un d'autre, tu vois? Il y a des gens, je pense, qui gèrent très bien, bosser sur les routes, rédiger dans des bus, enfin, moi, c'est pas mon truc, mais c'est important de se poser ces questions-là, de pas idéaliser, donc faire attention, je vois sur Instagram les comptes qu'on suit, tu vois, on lit pas les mêmes choses selon qui on suit. Essayer de trouver des personnes qui racontent un peu la vérité, qui essayent pas de faire rêver les gens, parce qu'après, c'est les risques aussi d'être déçu. Et moi, ce que je conseillerais, ben, c'est d'y aller pour essayer, parce que tu peux aussi te rendre compte que ça ne te plaît pas du tout. Et moi, ça m'est déjà arrivé de me dire au tout début en Équateur, selon les endroits où on était, qui étaient vraiment pas safe et il y a beaucoup d'agressions, il y avait beaucoup de meurtres et tout ça, ça m'est arrivé de dire à mon copain: «Mais en fait, qu'est-ce qu'on fout là? On était tellement bien chez nous». Alors qu'au final, tu vois, j'ai changé d'endroit et je me suis dit: «On a bien fait d'être là, on est beaucoup mieux que chez nous». En fait, d'un endroit à l'autre, tu peux tellement changer, tu vois? Mais je pense si tu essayes pas, tu sauras pas vraiment parce que c'est dur, c'est des ressentis, en fait et je trouve que c'est difficile de savoir ce que tu vas ressentir avec juste une projection. Donc ouais, je conseillerais, se poser les bonnes questions et aller essayer, en fait. Même si c'est pas au départ pour des longues durées, tu vois? Ça peut être un test, d'un mois quelque part, ça peut être un test d'une semaine, hein. Des fois, il suffit pas de grand chose pour savoir qu'on n'aime pas un truc, hein. Intéressant, intéressant cette question de durée. Parce qu'effectivement, on a tout de suite l'impression que, bah voilà, si tu veux être nomade, faut partir loin et longtemps, rentabilité, tout ça. Alors que oui, effectivement, tu Ouais, peux partir une semaine juste ailleurs. Et c'est bien, en fait. Enfin, surtout, par exemple, quand tu vis dans la ville, admettons, et tu pars une semaine vraiment dans le fin fond de la campagne, ou l'inverse, tu viens de la campagne, et bah viens à Paris pour voir une semaine. Tu sauras vite fait si t'aimes le brouhaha parisien ou pas du tout. Et je parle de Paris, mais une autre ville qui serait aussi ouais, active, mais je parle de Paris parce que bah déjà c'est au nord, donc même la météo c'est pas forcément la même que si tu vas à Marseille ou à ouais, Toulouse. Tu vois de Paris, il y a beaucoup de personnes, tu vois, quand elles emménagent, enfin en tout cas quand elles emménagent en région parisienne et qu'elles viennent d'une autre région qui est plus basse, bah tu vois par exemple Paris, si tu veux aller à la mer, bah faut rouler beaucoup. Si tu veux aller au ski, bah faut rouler beaucoup. Si tu veux aller dans la campagne, bah faut aussi rouler. Alors qu'il y a d'autres endroits où finalement t'es à 1 heure de chaque, mais tout en étant dans une grande ville, tu vois. Et ça par exemple c'est bête, mais c'est deux choses que tu sais pas, bah si t'as pas essayé. Et donc, comme tu dis, ouais. même une semaine, je pense que c'est amplement suffisant pour savoir si tu apprécies ou pas du tout. Bah, c'est ça et c'est pour ça qu'en tout début d'interview et la boucle sera bouclée, je disais que je me définissais pas forcément comme digital nomade parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un qui bouge une semaine par mois, il est digital nomade? Est-ce que la personne qui vit, à Rennes et qui, 2 jours par semaine doit monter à Paris pour le travail, elle est digital nomade? Ou est-ce que c'est que les gens qui sont à l'étranger? Est-ce que c'est que si tu voyages plus de tant de temps à l'année? Ou est-ce que si tu es expat, tu es aussi digital nomade si tu bosses pour une boîte, qui n'est pas dans le pays dans lequel tu es expat, tu vois? En fait, j'ai jamais regardé la définition de ce que c'est que le digital nomadisme, mais du coup, j'ose pas me définir comme ça parce que ça se trouve, la personne à qui je parle, elle a une idée de ce que c'est et donc elle va projeter son idée sur moi et peut-être que moi, en fait, quand je vais lui dire vraiment à quoi ressemble mon quotidien, elle va se dire: «Ah, c'est pas du tout digital nomade, en fait». Tu vois? Donc c'est difficile de savoir, bah, qu'est-ce qu'on met vraiment derrière, ou pas. Du coup, ben, dans le doute, je me définis pas. Comme Bah, ça, c'est je bien peux pas aussi faire comme d'erreur. ça. À tout le temps mettre des étiquettes, on enferme tout le temps tout le monde dans un petit moule. Donc, bah voilà, tu te définis pas, tu vis ta vie comme tu l'entends, tu crées ta liberté comme tu en Ouais. as envie. Et en fait, bah, c'est trop bien. C'est ça et puis en même temps, tu vois, je me dis les gens qui bossent en ligne et qui restent dans leur pays d'origine et qui bougent pas, ils sont pas là en train de se définir comme, digital sédentaire, tu vois? Il y a pas toujours besoin de mettre, des étiquettes partout, enfin parce qu'après quand tu as une étiquette, je trouve que c'est difficile de passer à autre chose. Tu sais, les gens, ils t'imaginent d'une façon et comme moi, j'arrête pas de changer d'avis et de changer de projet et de changer de truc, si je commence à mettre des étiquettes sur chaque truc,
mais les gens, ils vont pas s'y retrouver, moi la première, tu vois? Donc voilà, comme j'ai pas beaucoup d'obligations et que ça me va bien comme ça, ben, je vivote comme ça et puis, qui vivra verra et j'espère que je vivrai pour voir. Ben oui et puis tu vois même par rapport à soi-même, et le regard extérieur, tu vois, si aujourd'hui tu te dis digital nomade, donc c'est bon, les gens ils ont ancré ta famille, tes proches, tu digital nomade et demain tu dis: «Bah non finalement je veux acheter ma maison et aller vivre, bah, là où tu es, en Bretagne ou ailleurs», ils vont pas comprendre, tu vois? Et en plus de ça, je pense que c'est difficile quand tu affirmes des choix, donc déjà d'être sûr de toi, envers toi-même, mais en plus de les affirmer auprès des autres. Donc quand tu te colles une étiquette, c'est hyper difficile après de te l'enlever justement et pour ce côté, bah, Ouais. assumer, c'est encore plus compliqué, je trouve en tout cas. Non, je suis d'accord avec toi et puis ça veut dire même que tu t'exposes aussi à des jugements et moi, des fois, j'ai la flemme, de débattre ou de répondre, mais imagine, tu dis que tu es digital nomade et puis, je sais pas, tu es fatigué, tu as le mal du pays et tu reviens te poser, chez tes parents pour l'été ou que sais-je, bah, les gens autour, «Ah bah, ça dit que c'est digital nomade, mais c'est bien content de pouvoir rentrer à la maison, hein». Tu enfin, tu sais, il y a toujours des gens qui sont là pour dire des trucs. Alors que si tu te qualifies de rien, eh ben, on peut rien dire. Donc je trouve que tu t'enlèves aussi une épine du pied au passage, tu vois? Parce que, ouais, tu es pas obligé d'être quelque chose, sauf si vraiment ça te fait plaisir, tu vois? Si toi tu te sens bien là-dedans, il y a des gens qui se qualifient, qui se donnent des étiquettes, que ce soit sur, leur travail, leur manière de vivre, leur genre, leur goût, leur style vestimentaire, tu vois? Il y a des gens qui aiment dire qu'ils sont ci ou ça et ça leur fait du bien parce que ça leur permet de se retrouver dans leur identité. Moi, bah, je sais pas, peut-être que je sais pas trop qui je suis, en fait. Enfin, tu vois, j'ai pas fini de me construire aussi, quoi. Donc en vrai, je sais pas. Du coup, bah, ouais, je me qualifie pas, mais ça me pose pas de problème. Et il y a des gens, je pense, qui, à l'inverse, s'ils pouvaient pas trop définir ce qu'ils font, ils seraient un peu gênés, tu vois? Je sais que là, je prenais un covoiturage l'autre jour et quand on m'a demandé: «Toi, tu fais quoi dans la vie et tu vis où?» J'étais là: alors, je commence. Même j'ai eu un accident cet été et les pompiers ont dû venir parce que j'ai dû, avoir une petite, intervention et du coup, ils m'ont demandé, votre adresse et je rentrais d'Équateur. J'allais partir, dans quelques mois en Nouvelle-Zélande. Entre-temps, l'été, je vivais chez ma mère, mais quelques jours par semaine, mais aussi chez la mère de mon copain et chez des potes et machin et là, à ce moment-là, j'étais en vacances dans un camping dans ma tente et du coup, quand ils m'ont demandé: «Vous habitez où?» et ben, j'ai pas su répondre. J'étais complètement perdue, quoi et ça n'avait rien à voir avec le fait que j'étais désorientée par mon accident, tu vois? J'étais en train de me demander: «Mais est-ce qu'ils veulent que je donne ma résidence actuelle de vacances ou ma résidence fiscale ou là où je vais vivre prochainement? C'est peut-être pour envoyer une facture». Tu vois? Je savais pas ce qu'il fallait donner. Donc en fait, je sais même pas, tu vois, quand tu me demandes où tu vis, je sais même pas trop dire où je vis. Je saurais pas te dire où c'est, vraiment chez moi, si ce n'est que l'auberge équatorienne où j'étais, je me suis vraiment sentie chez moi et j'ai envie d'y retourner. Mais là, tu vois, actuellement, j'y suis pas et j'y suis pas pendant encore au moins 1 an. Donc oui, il y a plein de choses que je sais pas, il y a plein de choses que je définis pas, mais pour l'instant, c'est pas un problème pour moi. Après, peut-être qu'un psy te dira autre chose, tu vois? Bah, écoute, on va garder ce champ des possibles ouvert. Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça, franchement, c'est trop intéressant. Bah, merci à toi de m'avoir invitée et de m'avoir permis de parler de tout ça parce que je trouve ça chouette. Je sais que moi, j'aime bien entendre, sur des podcasts des histoires qui, parfois, sont un peu différentes de ce que j'ai l'habitude d'entendre pour me dire, «Ah ouf, ça va, je suis normale, je suis pas toute Ouais, seule», tu vois? j'aime bien moi aussi faire ça, j'avoue. Oui, je me dis: «Au moins, au pire, on est au moins 2, tu vois? La personne qui parle et C'est moi. ça, c'est ça. Merci beaucoup Florence. Merci. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si tu veux soutenir Ça suffit les conneries, tu as plusieurs choix. Premièrement, tu peux rejoindre les communautés sur Instagram et LinkedIn en tapant Ça suffit les conneries. Deuxième choix, tu peux t'abonner via la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter tes podcasts. Et dernière chose, tu peux également le partager à une personne qui aurait besoin, envie d'entendre cet épisode. Merci à toi et à dans 2 semaines.